il s'est passé un épisode sans doute très malheureux pour les Russes dans le domaine de l'espionnage. Je disais tout à l'heure, Washington 1, Moscou 0, parce que les Américains ont réussi à neutraliser, à détruire un système espion qui compte parmi les plus sophistiqués, sinon le plus sophistiqué que détient aujourd'hui le FSB, c'est-à-dire le contre-espionnage russe. Dans un instant, on va poser la question à Nicolas Arpagian, qui est spécialiste du risque numérique, auteur de la cybersécurité aux presses universitaires de France, le PUF. Mais d'abord, bonjour Nargis Adji, merci de nous avoir rejoints. Quel est cet outil qui vient d'être détruit, donc purement et simplement par les Américains? Eh bien, il s'agit du logiciel espion russe baptisé Snake, décrit par les Américains comme l'outil de cyberespionnage le plus sophistiqué dans l'arsenal du FSB. Alors, le logiciel n'est pas nouveau, il a été créé en 2003 et depuis 20 ans, Snake a permis à Moscou de voler des centaines de documents dans au moins 50 pays. En 2018, par exemple, les autorités allemandes en avaient été victimes, tout comme les États-Unis, la Belgique, l'Ukraine ou encore la Géorgie. Alors, comment fonctionne le logiciel? Snake était guidé depuis une unité du FSB située à Ryazan en Russie. Il pouvait identifier des documents tout en restant indétectable et ça de manière indéfinie. Il attaquait les services informatiques des gouvernements, des médias ou encore des centres de recherche et les agents aspiraient ensuite tout simplement les données. Alors, Nargis, comment les Américains ont-ils réussi donc à détruire ce système? Avec une opération de haute technologie nommée Medusa, mais Snake était tellement abouti que le FBI a mis 10 ans à le contrôler. Ils ont créé un outil nommé Percé qui est entré donc en contact avec Snake. Voici ce que déclare la ministre adjointe américaine de la Justice. Grâce à une opération de haute technologie qui a retourné ce logiciel malveillant russe contre lui-même, les forces de l'ordre américaines ont neutralisé Snake. Percé a ordonné ensuite à Snake de s'éteindre et depuis, le logiciel russe a été mis hors d'état de nuire par les Américains. Voilà, ils ont conçu un système qui a permis, entre guillemets, à Snake de s'auto-détruire. Voilà, c'est quand même de la haute technologie. Merci beaucoup, Nargis. On rejoint tout de suite Nicolas Arpagian. Est-ce que vous êtes avec nous, Nicolas Arpagian? Merci. Encore une fois, je rappelle que vous êtes spécialiste du risque numérique et de la cyber-menace. Alors d'abord, Snake, serpent. On ne fera pas de commentaires sur le surnom, mais il était connu, ce logiciel espion russe? Alors, celui-ci précisément, non. Par contre, c'est vrai que dans la panoplie des outils de cybersécurité, le fait de pouvoir permettre l'intrusion et surtout l'exfiltration. On est dans une opération d'espionnage qui est redoutée par les entreprises, les administrations. Pourquoi? Parce qu'elle s'effectue à bas bruit. En fait, le problème, c'est que une fois que le logiciel est prépositionné, s'il dégage peu d'énergie, c'est-à-dire en clair, il n'est pas encombrant, s'il ne crée pas de perturbations, effectivement, sa capacité de détection est limitée et ce qui explique qu'on est sur plusieurs décennies, là, sur des périodes. Alors là, c'est particulièrement long comme ancrage parce que effectivement, ça suppose d'être à la fois capable de rentrer dans le système, d'y circuler de manière à identifier les documents pertinents et utiles, et ensuite la phase la plus complexe, c'est l'exfiltration. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de voler des documents que vous ne pouvez pas rendre au concepteur du logiciel d'espionnage. Donc effectivement, il va falloir faire en sorte de ne pas déclencher les dispositifs d'alerte qui, en général, supervisent la sortie de documents vers des destinations qui ne sont pas préalablement agréées par, en l'occurrence, l'administration fédérale ou les médias ou les centres de recherche qui étaient concernés. Alors, Nargis nous disait que ce logiciel espion avait permis de voler des centaines et des centaines de renseignements, documents sensibles dans 50 pays. Donc il a été nuisible. Enfin, ça dépend de quel côté on se place. Il a été utile pour les Russes et nuisible pour tous les pays concernés par cette surveillance et cet espionnage. Cette arme numérique, c'est le privilège du cyber, c'est-à-dire de ne pas créer de perturbations. Donc vous n'êtes pas en opposition frontale avec vos adversaires. D'ailleurs, on l'a vu même lorsque des pays alliés comme l'Allemagne espionnant le gouvernement français, parce que c'est un moyen de conduire des opérations en toute discrétion. Ce qu'il se passe dans ces cas-là, c'est qu'une fois que le pays se plaît à identifier le logiciel, en fait, il a différentes options qui s'offrent à lui. Soit il va chercher à intoxiquer
par ce canal-là, puisque ne créant pas de signalement, de détection, il va faire en sorte d'alimenter cet outil d'espionnage avec des éléments qui lui conviennent, de manière à tromper, leurrer celui qui a toute confiance dans la discrétion et dans la fiabilité des informations qu'il collecte. Il y a effectivement le fait de le mettre hors d'état de fonctionner. Simplement, il va falloir s'assurer qu'il soit vraiment détruit dans l'ensemble des domaines dans lesquels il a pu naviguer, puisque précisément pour accéder à ces informations, il a dû circuler ou en tout cas essayer de rentrer dans le maximum d'environnement stratégique possible. Donc il y a une phase de nettoyage une fois qu'on a compris les caractéristiques. Où est-il passé ? Qu'a-t-il fait ? Est-ce qu'il n'a fait que consulter des données ou, le cas échéant, est-ce qu'il en a modifié, voire détruit dès lors qu'il était au contact d'informations considérées comme sensibles ? C'est un coup dur pour les Russes ? Alors oui et non, oui parce que effectivement ils se privent certainement d'une source d'information ancienne, donc quand vous avez pris l'habitude d'être alimenté par ce biais-là, évidemment ça crée certainement une difficulté. Bon après c'est aussi, en tout cas c'est une victoire à court terme, en tout cas c'est le symbole de dire que depuis très longtemps ils étaient capables de s'introduire en toute discrétion et donc l'illusion qu'ils vont certainement vouloir entretenir, même s'ils ne vont pas communiquer à ce sujet, puisque l'avantage d'un logiciel, c'est que vous n'avez pas comme des troupes, des personnels engagés sur un théâtre d'opération où vous devez assumer à un moment l'origine des troupes. En tout cas, ça donne l'idée aussi qu'il y a cette capacité de haute technologie qu'on associait prioritairement aux États-Unis. En tout cas, cette capacité à fendre la muraille, à accéder de l'autre côté de la montagne précisément, c'est-à-dire rentrer dans les systèmes et leurrer les dispositifs de détection. Donc évidemment, à court terme, c'est un vecteur de fierté de dire que pendant plusieurs années, peut-être plusieurs décennies, ils ont été capables de conduire cette intrusion en profondeur et à bas bruit. Paradoxalement, ça met en valeur la technologie sophistiquée russe. Mélina, une question pour vous. Mais justement, Nicolas, j'avais une question un peu en lien avec ça, c'est-à-dire qu'on présente ça comme un succès américain, mais effectivement, pendant 20 ans, il y a eu ce logiciel qui a agi en sous-marin. Est-ce qu'on peut légitimement s'interroger sur d'autres logiciels qui, par définition, ne seraient pas repérables? C'est la première question. Et la deuxième, je pense que Jean était aussi un peu surpris. On parle de 50 pays, surpris de ne pas voir sur cette carte, tout comme moi, la France. Est-ce qu'on sait si la France a été la victime de ce logiciel ou d'autres pays européens, en tout cas, à part l'Allemagne et la Belgique? Alors, deux choses. La première, c'est qu'effectivement, ces logiciels d'intrusion, alors en général, ce n'est pas l'arme unique. En fait, vous apprenez au fur et à mesure, et surtout sur des périodes aussi longues. Donc, vous allez acquérir de l'expérience quant à la possibilité de rentrer dans un système, de circuler dans un système et, je l'ai dit, de sortir, d'exfiltrer des informations. Donc, c'est évident que ça a été certainement aussi une occasion d'apprentissage, d'amélioration. Et donc, on peut concevoir que d'autres outils, par ailleurs, ont été conçus, développés et adaptés à des environnements spécifiques. En ce qui concerne les pays, alors il est vraisemblable que si ce savoir-faire a fonctionné dans un environnement particulièrement conscient des risques numériques comme l'est l'administration fédérale des États-Unis, il est cohérent que ce savoir-faire ait été utilisé dans d'autres environnements. D'ailleurs, on doit compter sur le fait que le DOJ, enfin le ministère de la Justice états-unien, ait maintenant coopéré, informé ses alliés sur les caractéristiques techniques. C'est-à-dire que des pays vont pouvoir maintenant chercher et trouver d'autant plus facilement qu'ils auront la typologie des logiciels, le type de traces qu'ils peuvent laisser et les actions. Donc ça va être aussi une action de coopération. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de raison que si le mode opératoire fonctionnait, il n'ait été réservé qu'à certains pays. Vous savez, le renseignement est une drogue. À partir du moment où vous avez pris l'habitude de jouer en regardant le jeu de l'adversaire, en général, vous avez plutôt tendance à déployer plutôt qu'à restreindre le champ d'utilisation. D'accord. Donc la réponse à la question de Mélina, c'est que le logiciel espion russe a inondé, y compris jusqu'en France, alors qu'effectivement, ça n'était pas cité. Certainement. La seule chose, c'est que vous avez vu dans le domaine de la cyber, étant donné que ce ne sont pas des éléments tangibles, observables par des tiers, par des journalistes, par des diplomates qui peuvent... C'est une expérience, oui. Voilà, il n'y a aucune raison qu'il y ait une préservation ou un égard particulier à l'égard de la France qui la préserverait
de ce type d'intrusion, la collecte de renseignements, surtout pour un outil qui aurait fait ses preuves, a toute raison d'être déployé à large échelle. Une question de Jean de Glignasti, monsieur Arpagian. Oui, merci, c'est très intéressant. Mais est-ce que la publication, justement, de ça n'est pas, en fait, une victoire russe? C'est-à-dire qu'en fait, les Américains ont publié la chose, comme on disait avec l'amiral tout à l'heure, ont publié la chose à un moment où ça pouvait plus être utile pour eux pour faire de la déception, parce que les Russes avaient détecté la détection. Alors, effectivement, c'est vrai que c'est pour ça que c'est ce que j'indiquais comme option. Quand vous avez conscience que vous faites l'objet d'une intrusion aussi intime, c'est soit vous décidez de déconnecter, soit vous essayez de leurrer, d'utiliser comme justement en termes de pollution informationnelle, de manière à tromper celui qui a confiance dans cette source d'information. Et puis c'est un symbole aussi de dire aux Russes, vous voyez, et puis au-delà d'ailleurs en commençant à communiquer sur la liste des pays, nous allons vous rendre, sinon aveugles et sourds, en tout cas, nous fermons cet accès à ce type d'information. C'est une symbolique, même si on voit bien que dans le cas d'opérations physiques, la question du renseignement numérique, de la collecte de données, reste une des priorités des pays, parce que justement, c'est un moyen de rattraper son retard ou de conserver son avance en ayant précisément accès à une information qu'on va qualifier de paisible, c'est-à-dire à un moment où les gens estiment qu'ils sont à l'abri au moment où ils échangent, dialoguent ou conçoivent des stratégies. Vous avez détecté, ils ont détecté la détection, les Russes. Donc c'est pour ça que Jean de Glignasti s'interrogeait sur le point de savoir si c'était pas quand même finalement plus favorable aux Russes. Amiral aussi. On pense toute chose égale par ailleurs à des comparaisons avec le retournement des espions. Quand vous trouvez un espion dans votre dispositif, vous avez deux solutions. Soit vous l'éliminez, vous demandez à ce qu'il soit réintégré dans sa patrie d'origine avec perte et fracas. Soit au contraire, vous essayez de le retourner en disant je sais que tu sais et maintenant tu vas pouvoir passer des informations à ton réseau. Oui. Donc c'est toujours ça. Et ça se passe en informatique comme ça se passe avec les hommes, puisque ce sont les hommes qui conçoivent les programmes informatiques. Donc on n'est pas autrement surpris. Par contre, ce qui est absolument certain, c'est qu'on ne parle de ces affaires-là que quand ça n'est plus utile. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on l'annonce, d'une part, on efface en quelque sorte les fuites qu'on a connues cet été en février. On efface pas, enfin on essaye d'essayer par Washington communique maintenant, alors qu'il y a quelques semaines, elle s'est fait humilier par l'affaire des fuites. C'est ça que vous voulez dire que le calendrier n'est pas innocent. Ils ont beaucoup de mal avec les humains et finalement ils sont plutôt forts avec l'informatique. Je caricature, mais c'est ce qu'on pourrait en déduire. Absolument. Vous êtes d'accord avec ça? Il faut savoir choisir le moment pour en tirer un profit normalement maximum. Est-ce que, Monsieur Arpagian, est-ce que ça peut, cette donc neutralisation, gêner les Russes dans la guerre qu'ils conduisent aujourd'hui? C'est certainement un vecteur, de par son ampleur géographique, de par son antériorité historique, c'est forcément un canal de documentation qui contribuait à éclairer la prise de décision. Le principe du renseignement, c'est vraiment l'éclairage de la prise de décision du décideur politique, militaire, faire en sorte qu'il dispose du maximum d'éléments d'éclairage. De fait, c'est une source supplémentaire qui s'éteint, donc c'est un élément évidemment qui rend moins documenté, moins informé l'état-major. Donc c'est effectivement un point de faiblesse. Certainement, certainement. Sur la durée, certainement. Vous savez, dans la vie d'aujourd'hui, il y a beaucoup de sources ouvertes de renseignements. Donc, le renseignement, il est partout maintenant. C'est la guerre de cyberguerre, c'est une guerre. Elle est partout, plus ou moins. C'est la guerre quand même. Cette guerre aussi, c'est la guerre de renseignement. Ouais. Mais vous savez, chez nous, les analystes, on dit toujours, bon, l'information, elle est partout. L'essentiel, comment tu l'utilises, comment tu l'analyses. Les Russes, probablement, ce que nous voyons, ils ont mal utilisé l'information qu'ils ont reçue. Parce que si ça devait influencer leur prise de décision, ils ont mal analysé. Parce que la décision la plus stupide qu'ils ont prise, c'est de faire la guerre contre tout le monde. Et ils ont reçu sur la figure 50% de l'économie mondiale. Donc, il faut être vraiment stupide en analysant pendant 20 ans qu'est-ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas. Vous remettez l'église au milieu du village, quand même, d'une certaine façon, Oksana. C'est vrai qu'on loue la haute technologie russe,
mais l'utilisation qu'ils ont fait de ce dont ils disposaient ou pas, c'est un peu comme la grenade critiquable de leur point de vue, de leurs intérêts. Avec cette pléthore d'informations qui viennent de partout, c'est pas comparable à ce qu'il y avait il y a 20 ans ou 30 ans maintenant. Donc les directions de l'analyse sont très importantes dans les services de sécurité. Alors, autrefois, on n'en parlait pas vraiment. C'était de l'information brute et on faisait passer ça au pouvoir politique. Maintenant, l'information est filtrée, détectée, organisée par des directions de l'analyse dans tous les services de sécurité. Et c'est eux, en fait. C'est d'eux que dépendent la bonne information du politique. Voilà. En tout cas, Snake n'est plus ce logiciel espion russe. Merci infiniment, Nicolas Arpagian, de votre disponibilité et de toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes l'auteur de la cybersécurité, oui, au PUF, aux presses universitaires de France. Bonne journée à vous. Dans un instant, alors une prise de bec. Alors là, à ciel ouvert. Tout à fait. Entre le secrétaire général des Nations Unies, Guterres, et Podolyak, l'Ukrainien, le responsable ukrainien, à propos des négociations. À tout de suite.